Page 29. Chapitre 2. Objectif élevé et faible estime de soi. Règles de vie personnelle. Nous ne sommes pas toujours au clair avec nous-mêmes quand il s'agit de nos propres règles. Peut-être nous viennent-elles de notre père ou de notre mère. Peut-être les avons-nous établies à un moment précis de notre histoire. Les règles de vie, c'est un peu comme manger avec une cuillère. Quand on commence à apprendre, on doit se concentrer et s'exercer à bien la tenir, bien la tourner et bien viser la bouche. Si l'on a tout bien assimilé, cela ira tout seul et on ne pensera plus jamais à ces gestes. Vous vivez peut-être en pilotage automatique, selon des règles que vous avez établies autrefois mais dont vous n'avez plus conscience aujourd'hui. Mais ces règles peuvent avoir vieilli et perdu toute pertinence. Pour les hypersensibles à long terme, la vie en société peut représenter un défi en soi. Si de surcroît, en compagnie des autres, vous essayez de suivre de vieilles règles inflexibles qui sont certainement plus contraignantes pour vous que pour les autres, vous allez vous fatiguer plus vite. Vous trouverez ci-dessous une liste d'exemples de règles de vie qui, d'après mon expérience, posent problème aux hypersensibles. Je dois faire du mieux possible dans toutes les situations et même plus. Je dois veiller à ce que les autres ne remarquent pas mes faiblesses. Je ne dois pas être égoïste, je dois être constamment attentif à ceux de mon entourage et veiller à leur bien-être. Il est impoli de s'occuper de soi en présence d'autrui. Je ne dois jamais commettre d'erreur. Objectif élevé. Nous, les hypersensibles, mettons généralement la barre très haut en ce qui concerne nos exigences envers nous-mêmes, dans les domaines suivants par exemple la serviabilité, l'hospitalité, les égards, l'attention, la prévenance, la responsabilité, l'intérêt pour les autres. Peut-être vous imposez-vous des règles de vie qui exigent d'être toujours à 100%, au top pour trouver grâce à vos propres yeux. En ce cas, il vous est difficile de vous détendre et de vous mettre des limites. En effet, chaque fois que vous vous accordez une limite, vous entrez en conflit avec vos règles de vie et avec votre propre image. Estime de soi et confiance en soi. Il faut distinguer confiance en soi et estime de soi selon les critères suivants. La confiance en soi fait référence à la confiance dans vos compétences et vos actes. L'estime de soi est la conscience de votre moi intime et la confiance en votre propre valeur. Il est rare de rencontrer une personne dotée d'une estime de soi élevée alliée à une faible confiance en soi. Les gens qui ont une opinion positive d'eux-mêmes recherchent dans la vie des défis qui leur conviennent et dont le succès les comble. La situation inverse, le cas de personnes qui ont une grande confiance en soi et une faible estime de soi, est au contraire très fréquente. Ceux qui ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes vont souvent, pour compenser, travailler plus dur que les autres et devenir ainsi les meilleurs dans de nombreux domaines. Au travail, un employé compétent peut parfaitement avoir conscience de son savoir-faire et de ne pas douter de lui dès qu'il s'agit du domaine professionnel, tout en étant au fond de lui-même pas sûr de lui en ce qui concerne ses aptitudes à se faire réellement aimer des autres. Pourquoi les hypersensibles doutent souvent de leur propre valeur? En général, des objectifs élevés vont de pair avec une faible estime de soi. Et ils ont certainement été établis comme une forme de compensation. Moins vous croyez que vous valez la peine d'être aimé, plus vous avez besoin de stratégies de compensation. Les hypersensibles peuvent manquer d'estime de soi pour plusieurs raisons. Nous avons été élevés dans une culture où nous, hypersensibles, ne correspondions pas aux normes qui définissent une conduite idéale. Dès leur enfance, beaucoup d'hypersensibles se sont entendus dire qu'ils étaient difficiles à vivre. Ma mère me disait toujours que j'étais bien trop sensible. Inger, 50 ans. Certains d'entre nous ont quasiment, depuis leur naissance, été un fardeau pour leur entourage et nos parents ont souvent soupiré à notre sujet. Cela ne nous a pas échappé. Ce qui n'affecte pas profondément un enfant plus résistant va s'imprimer dans la conscience du petit hypersensible comme une évidence terrifiante. À cause de lui, quelqu'un d'autre n'en peut plus. Nous sommes très doués pour le ressassement négatif. Une part de nos stratégies préférées, chercher à prévoir ce qui va mal tourner, nous amène à scruter la moindre faille dans notre comportement. Du coup, nous préférons l'autodénigrement au risque de subir une critique imprévue de la part des autres. Si quelqu'un me critique, je le ressasse sans arrêt. Même si je sais que c'est injustifié, je passe mon temps à me demander si c'est fondé et à me dire que c'est peut-être moi qui n'ai pas envie de l'entendre. Jeanne,
31 ans. Nous nous complaisons à porter les fardeaux des autres que nous avons fait nôtres depuis notre enfance. L'aveu suivant en est un parfait exemple. J'ai toujours eu l'impression que si ma mère n'était pas heureuse, c'était ma faute. J'avais honte de ne pas réussir à la guérir de son état dépressif et je pensais que c'était moi qui étais nulle. Ida, 52 ans. Une faible estime de soi et des objectifs élevés se renforcent mutuellement. Peut-être avez-vous plus ou moins inconsciemment eu ce genre de pensée. Je ne suis pas facile à vivre, donc si je fais plus d'efforts pour faire plaisir aux autres, ils ne m'abandonneront pas. Sous-entendu, si je ne fais pas plus d'efforts, je me retrouverai seule. Ou, de toute évidence, je suis quelqu'un d'impossible à aimer, mais si je me donne plus de mal encore, j'aurai le droit de faire partie de la communauté humaine. Sous-entendu, si je ne fais pas tout mon possible, tout le monde m'abandonnera. Une faible estime de soi et des objectifs élevés peuvent se renforcer l'un l'autre. Si vous vous jugez impossible à aimer et que vous ne développerez pas de stratégie de compensation, vous découvrirez bientôt que cette affirmation ne repose sur rien. Vous rencontrerez inévitablement des gens qui vous aimeront, vous. La réalité se chargera de corriger ce jugement erroné que vous portez sur vous-même. Si au contraire vous avez des objectifs élevés, qu'il vous arrive d'être aimé et que vous développez des stratégies de compensation, vous ne saurez pas avec certitude si vous êtes aimé pour votre empressement à bien faire ou simplement pour vous-même. Dans ce cas, l'idée que vous ne méritez pas d'être aimé pourra persister. Même si au cours de votre existence, vous rencontrez l'amour, une petite voix au fond de vous vous insinuera peut-être que l'amour des autres n'existe que grâce à vos objectifs élevés et pas du tout grâce à votre personne. Alors que j'avais demandé à une patiente si elle pensait que je pouvais avoir de l'affection pour elle, elle m'avait répondu « Oui, mais je paie la consultation pour l'obtenir ». J'entends souvent des patients dire « C'est vraiment une bonne chose que je vous paye, comme ça je n'ai plus besoin de me soucier de plaire ou d'être intéressant ». Beaucoup de gens sont prêts à payer pour être partie prenante de la communauté des êtres humains. On paie par exemple d'une attention et d'une serviabilité hors norme. Si vous faites partie de ceux qui payent ce prix fort, vous ne saurez jamais avec certitude si les autres aiment votre don ou votre personne. Cela peut confirmer votre faible estime de soi en dépit d'expériences positives. Les objectifs élevés vont ensemble baisser l'estime de soi parce que petit à petit vous en venez à vous abuser vous-même. Vous vous épuisez à vous imposer des exigences trop élevées. Et si par-dessus le marché vous avez tendance à l'autodénigrement, c'est un cercle vicieux. Le cercle vicieux. Je suis ennuyeux et triste. Si je faisais plus attention aux autres et si je faisais plus d'efforts, ils m'accepteraient. Je n'en peux plus, je me cache dans les toilettes, autodénigrement, je devrais être capable de me débrouiller comme les autres. J'en ai assez, faible estime de soi. Si vous avez des objectifs élevés, vous devez absolument mettre la barre moins haut, sinon vous allez vous charger d'un fardeau trop lourd. Le seul fait de vous concentrer sur vos règles de vie va déclencher un processus. Il ne reste plus qu'à vous lancer. Si vous avez le courage de briser vos règles de vie, vous allez en constater à plusieurs occasions que les catastrophes qui, selon vous, allaient s'abattre inévitablement sur vous ne se produisent pas. Chaque fois que vous faites cette expérience, et sans vous référer à des objectifs élevés, cet aspect de vous moins perfectionniste et plus décontracté se renforce. Briser vos règles de vie et réajuster vos objectifs vous apportera la confirmation valorisante que la plupart des gens, contrairement à ce que votre caractère anxieux vous souffliez, peuvent vous aimer. Beaucoup vous diront très certainement que vous êtes plus détendu, plus ouvert et du coup d'une compagnie plus agréable. Vivre en étant vous-même, sans payer sans cesse de votre personne, aura un effet positif sur votre amour-propre. Et placer la barre moins haut vous aidera à mieux apprécier la compagnie des autres. C'est la voie vers le cercle vertueux. C'est difficile de placer la barre moins haut. Si toute votre vie vous avez payé le prix fort, arrêter ce processus sera générateur d'angoisse. Vous devez procéder par petites étapes. Si vous avez l'habitude de toujours dire oui quand on vous demande un service, essayez de dire non de temps en temps. Vous pouvez aussi commencer par mettre des limites à votre investissement. Oui, je suis d'accord pour garder des enfants, mais seulement jusqu'à 21h, parce qu'après j'ai des choses à faire. Si vous craignez d'être abandonné, si vous placez la barre moins haut, sachez que cette crainte sera parfois fondée. Il n'est pas
inenvisageable que certains de vos amis vous aient choisi précisément parce qu'il est bien pratique d'avoir à sa disposition un ami aussi serviable, aussi dévoué et aussi attentif. Peut-être même ne s'intéresserait-il plus à vous si vous êtes moins disponible. Avant de commencer, ce serait bien de vous demander clairement si vous êtes prêt à perdre des amis. La vraie question est de savoir si vous pensez que cela vaut la peine de se donner du mal pour des amis qui ne vous ont choisi que pour la commodité de votre compagnie, ou si vous osez prendre le risque d'en savoir plus sur cette relation. Bien sûr, tous vos amis ne vous lâcheront pas, mais peut-être quelques-uns. Vous y gagnerez du temps libre à consacrer à des amis plus sincères, qui vous aiment pour vous et non pour les services que vous leur rendez. L'angoisse de l'abandon. Être laissé tout seul ou être abandonné à des étrangers est pour un petit enfant hypersensible doté d'un système nerveux délicat plus catastrophique que pour un enfant plus résistant. Cela contribue à augmenter son angoisse. Vous l'oubliez parfois, mais vous êtes désormais adulte. Vous pouvez peut-être avoir encore autant peur d'être abandonné que lorsque vous étiez enfant. Lorsque vous étiez encore petit, démuni et incapable de survivre seul. Les petits-enfants ont besoin de leur compte de soins avec Dieu, sinon ils meurent. Mais les adultes sont capables de survivre des années seuls sur une île déserte. Pour diminuer votre angoisse, souvenez-vous que votre enfance est finie, que vous avez survécu et que maintenant la vie n'est plus aussi dangereuse. L'angoisse peut cependant siéger si profondément en vous que seules des nouvelles expériences pourront la diminuer. Quand les moments sont impuissants, c'est à l'expérience d'entrer en jeu. J'avais décidé d'arrêter d'être trop gentil à mon travail. Pour faire un pas dans cette direction, j'avais l'intention de dire à ma collègue à quel point cela me gênait qu'elle parlait fort au téléphone. Cela m'avait tenu éveillée presque toute la nuit. Toute une variété de scénarios s'étaient succédés sur ma scène intérieure. Je me disais qu'elle allait se précipiter en fureur chez notre chef pour lui demander de changer de collègue de bureau. J'ai guetté toute la matinée l'occasion de le lui dire, mais à chaque moment propice, j'ai perdu courage. À la pause de midi, je suis partie marcher un peu et, à mon retour, j'ai respiré un grand coup et j'ai dit ce que j'avais préparé. Mon cœur battait et j'avais du mal à trouver mon souffle. Le silence régnait et je n'osais pas lever les yeux. Les secondes s'écoulaient lentement. Elle a dit alors, je trouve que tu aurais dû le dire avant, mais je suis contente que tu le dises maintenant. Nous avons trouvé une solution ensemble. Cela a été une expérience instructive. J'ai remarqué qu'après, je l'aimais beaucoup plus et je pense sincèrement qu'il en était de même pour elle. Nous avons beaucoup plus partagé que nous ne le faisions avant. Cette expérience m'a fait reprendre du poil de la bête. Je suis ensuite rentrée à la maison et j'ai dit à mon mari à quel point cela me gênait qu'il allume quand il se lève la nuit. Lynn, 43 ans. Quand vous laissez tomber les règles de vie qui ne sont pas d'une importance capitale, vous vous faites de la place. Le champ de possibilités s'agrandit puisque vous n'acceptez plus les limites imposées par des règles intransigeantes. Le cercle vertueux. Je me détends plus encore, je suis peut-être en fait plus intéressant que je le crois. J'embête les autres, ok, mais ce n'est pas mortel d'être seul. Je tente ma chance et j'attends de voir. Les autres n'ont pas encore fui, je me détends davantage. Cela fait 2 heures que je suis ici, je suis beaucoup moins fatiguée que je n'aurais cru. J'ai bien fait, ma confiance en ma propre valeur augmente. Je m'attends. Oser. Beaucoup attendent toute leur vie de croire assez en leur propre valeur pour prendre des risques et arrêter de payer le prix fort. Prendre des risques avant d'y croire est un plus court chemin. La foi vient plus tard. Il est vrai que c'est un peu comme sauter dans le vide. Si vous faites beaucoup d'efforts pour être digne d'amour, arrêtez immédiatement. Si vous faites beaucoup d'efforts pour dissimuler les aspects de vous que vous jugez insupportables pour les autres, c'est la même chose. Vous nourrissez certainement le rêve d'être aimé pour ce que vous êtes, sans avoir besoin de faire de vous un forçat de l'amour. La condition première à l'épanouissement de ce rêve est d'oser montrer qui vous êtes. Fissurez la façade, même si vous avez peur que les autres partent en courant devant votre vrai visage. C'est vous exposer, vous confronter à ce qui vous effraie. C'est prendre le risque de savoir si vous êtes ou non capable de tirer une expérience du fait que tout le monde ne partira pas. D'autres, au contraire, vont peut-être devenir plus proches. Quand vous cessez de vous donner tant de mal à mettre la barre aussi haut pour plaire aux autres, et quand vous commencez à révéler davantage votre vrai visage,
Vous suscitez des expériences nouvelles et bien plus satisfaisantes, comme par exemple découvrir que toute la communauté humaine ne vous rejette pas, mais que certains continuent à vous aimer même si vous dévoilez des aspects moins parfaits de votre personne. Ces nouvelles découvertes seront des antidotes à l'angoisse et accroîtront votre courage d'être ce que vous êtes. Vous en tirerez aussi bénéfice dans vos contacts avec les autres et vous pourrez mieux vivre les relations sociales sur une plus longue durée. Chapitre 3, page 43. Orientez votre vie selon votre type de caractère. Ménagez-vous de la place. Pour tirer le plus de joie possible de votre hypersensibilité, il vous faut absolument trouver de la place pour la savourer. Devoir dire non à ce qui vous ferait plaisir est une perte. Si vous ne faites pas de place dans votre vie pour savourer les avantages dus à votre hypersensibilité, les pertes seront trop lourdes. Selon vos goûts, voici ce à quoi vous devez faire de la place. Jouir de la nature, être créatif, prendre le temps de philosopher, vous occuper de votre corps, jogging, danse, massage, natation, bain, simple bain de pied, faire plaisir à vos sens, vous acheter des fleurs qui sentent bon, bien manger, mettre de beaux vêtements, écouter la musique que vous aimez, passer du temps avec des animaux, rédiger un journal intime, des poèmes ou des romans, voir des œuvres d'art ou en créer vous-même, approfondir le plus possible la qualité de vos relations. Il est possible de trouver à la fin du livre d'autres exemples d'occupations susceptibles d'apporter de la joie et du bien-être aux hypersensibles. Pour faire place en vous à ce qui est bon pour vous, il faut parfois dire non. Mettez des limites, savoir dire non est important. Si vous avez du mal à poser des limites, il faut apprendre à le faire. Sinon, vous resterez hyper stimulé la plupart du temps. Qu'il soit pénible aux hypersensibles de mettre des limites, c'est entre autres parce que notre seuil de tolérance est plus bas que celui des autres. Ce qui est facile pour quelqu'un de plus résistant peut être un vrai problème pour nous. J'ai tous les mois rendez-vous avec une associée qui habite à 200 km. Nous nous rencontrons toujours chez moi. Si je devais faire la route, je serais trop fatiguée en arrivant. Cela la détend de conduire et elle le fait volontiers. Notre rencontre dure toujours 3 heures. Pendant cette réunion, je ressens le besoin d'un moment de repos où nous pourrions nous détendre chacune de notre côté. Je n'ai jamais réussi à le lui dire. Elle ne ressent pas le besoin, bien qu'elle se soit levée très tôt pour faire le trajet. Du coup, je pense que moi non plus, je ne devrais pas en avoir besoin. Le problème est que si je n'ai pas de temps de pause, je ne suis pas en état d'écouter attentivement pendant la dernière demi-heure parce que je suis hyper stimulée. L'hôte, 45 ans. Vous vous trouvez probablement face à un dilemme fréquent. D'un côté, vous ne voulez pas être un fardeau pour les autres. D'un autre, vous devez tenir compte de votre sensibilité pour ne pas devenir finalement encore plus un fardeau si vous êtes hyper stimulé ou malade. Exposons les dilemmes à haute voix. Je ne voudrais pas être impoli, mais je préférerais que tu ne repartes pas chez toi trop tard. En effet, je suis trop fatiguée pour t'écouter correctement. Je voudrais bien rester plus longtemps, mais je sens que je vais bientôt être épuisée. Si je ne reste pas tout de suite à la maison, j'aurai du mal à travailler demain. Il m'est difficile de couper court à notre intéressante conversation, mais en même temps, je suis sûre que nous aurons tous les deux grand plaisir à la poursuivre à un moment où je serai moins fatiguée. Peut-être avez-vous déjà tourné un dilemme dans tous les sens dans l'espoir de trouver une solution qui puisse convenir à tout le monde et été finalement trop épuisé pour l'exposer clairement. Alors, si vous vous reliez dehors par la porte d'entrée, soit vous sortez discrètement par derrière en espérant passer inaperçu. Quand vous exposez le dilemme à voix haute, parfois le problème se règle de lui-même et les autres ont l'impression d'être partie prenante de la décision. Quand vous invitez reste trop longtemps. Dans notre culture, on se doit d'être accueillant et d'offrir une dernière tasse de café à nos invités jusqu'à ce que d'eux-mêmes ils décident de partir. Comme la plupart des gens supportent les échanges sociaux beaucoup plus longtemps que les hypersensibles, nous sommes souvent pris au piège. Certains hypersensibles évitent d'inviter de peur de tomber dans un épuisement total si les invités restent trop longtemps. Après des années de pratique, c'est désormais pour moi très naturel de préciser par avance à mes invités à quelle heure chacun doit rentrer chez soi. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis facilement hyperstimulée et qu'à un moment donné une pause, chacun de notre côté s'impose si nous voulons continuer à passer du temps ensemble. Pourtant, il m'arrive encore de prendre sur moi pour m'obliger à le dire, et parfois même
Surtout si je suis fatiguée, je fais une exception et je me persuade moi-même, et aussi mon partenaire, qu'une pause n'est pas du tout nécessaire. Résultat de ce défaut d'attention à soi, je me rends compte, soit un peu plus tard au cours d'échanges pour lesquels je ne suis absolument pas disponible, soit le lendemain, qu'une fatigue extrême et inhabituelle s'abat sur moi. Si vous avez le courage de dire que vous fatiguez facilement et que vous appréciez la compagnie à moindre dose et avec des pauses, vous faites vraiment ce qu'il faut. Quand vous devez dire non à ce dont vous avez envie. C'est la situation la plus difficile à vivre pour une personne sensible. Vous vous êtes peut-être déjà reproché votre manque d'endurance comparé à celui des autres. Vous êtes peut-être furieux contre vous-même, contraint à rester en compagnie, ce qui a épuisé votre système nerveux. Tout cela parce que vous n'avez pas accepté vos limites et que vous avez cherché à vous persuader que vous pouviez résister aussi bien que les autres. Je dis parfois oui à quelque chose que je sais très bien être trop lourd pour moi, parce que je ne veux pas me trouver dans la position de quelqu'un qui ne peut pas faire les mêmes choses que les autres. Et si j'ai trop mauvaise conscience de me désengager de quelque chose auquel j'avais dit oui avant, socialement cela me prend la tête, me fatigue et je suis incapable d'établir un contact normal parce que j'ai besoin de toutes mes forces pour faire comme si tout allait bien. Les jours suivants, je suis fatiguée et malheureuse. Elle, 31 ans. Tant que vous serez en colère, soit contre vous-même, soit contre les autres, vous vous battrez pour quelque chose. Le jour où vous accepterez que vous pouvez maîtriser autant que vous pouvez, ni plus ni moins, la colère se changera en chagrin, chagrin de devoir dire adieu à des activités que pourtant vous aimez. Certains hypersensibles confient que parfois ils se sentent bien seuls. Petit à petit, je refuse beaucoup de choses et je renonce à avoir des rapports avec les gens parce que je sais que c'est trop pour moi. Je vais mieux depuis que j'agis comme ça. Mais de temps en temps, je commence à me sentir seule. Par exemple, quand je longe un bureau où beaucoup de mes collègues se sont rassemblés et que j'entends leur rire et leur bonne humeur, je ressens une pointe de frustration. Je souhaiterais être avec eux. Martha, 40 ans. Après la prise de conscience de l'hypersensibilité, il peut y avoir une période de fatigue et de déprime. Cela peut prendre du temps d'abandonner à regret l'illusion d'un jour où l'on serait aussi résistant que tout le monde. Alors que cette porte se ferme devant vous, d'autres s'ouvrent. Quand vous renoncerez à vouloir être aussi résistant et énergique que la plupart des gens et que vous accepterez d'être une personne sensible et d'orienter votre vie en fonction de cette caractéristique, vous découvrirez que vous pouvez être parfaitement heureux sans être obligé de supporter une forte pression, un rythme effréné et un environnement pesant. Les hypersensibles s'épanouissent en réalité mieux que les autres dans un environnement adéquat. Conseils et astuces pour lutter contre l'hyperstimulation. La stimulation peut provenir soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Vous pouvez aussi être hyperstimulé par vos propres pensées et rêves. Parlons en premier lieu de la stimulation extérieure. 80% des impressions passent par les yeux. On peut en éviter beaucoup rien qu'en les fermant. Instaurez dans la journée des temps pour fermer les yeux et laisser en repos votre attention visuelle. Si vous n'aimez pas avoir les yeux fermés, trouvez quelque chose de neutre à regarder qui vous laisse indifférent. Vous pouvez par exemple vous exercer à fermer les yeux quand vous voyagez en train ou en bus ou devant la télévision quand il vous est impossible de la couper parce que les autres la regardent. Les impressions visuelles peuvent aussi être limitées par des lunettes de soleil ou un grand parapluie. Les impressions auditives venues de l'extérieur peuvent être stoppées par des bouchons d'oreilles ou par la musique écoutée sur un portable. J'ai trouvé la bonne solution. J'emporte toujours mon iPod avec moi et je m'en sers pour faire barrière au bruit extérieur que j'ai du mal à supporter. Si une conversation téléphonique débute près de moi, je le mets immédiatement en marche pour écouter de la musique. Quand j'ai une conférence à faire, j'ai une musique spéciale que j'écoute jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que j'entre en scène. Je m'abandonne totalement à cette musique, j'y trouve la paix, ce qui me permet d'entrer en contact avec mon moi profond. Un jour, j'ai oublié mes écouteurs et j'ai pu constater le changement lié à l'absence de ma musique. Au cours de ma conférence, je n'ai pas été aussi présente que d'habitude. Les bribes de conversation glanées par ma conscience dans les minutes qui ont précédé ma prestation ont perturbé mon attention et m'ont empêché d'aller chercher le contact avec mon moi intérieur. Nous n'avons pas toujours conscience de l'impact négatif des impressions auditives. Parfois, nous ne nous en rendons
compte que plus tard. Moi, par exemple, je peux très bien apprécier d'être assise dans un café bondé et même être capable de faire abstraction du vacarme et me concentrer sur mon compagnon ou ma compagne. Mais quand je ressors à l'air pur, je sens qu'à l'intérieur de moi, quelque chose comme une ficelle sur laquelle on aurait trop tiré se relâche et je me sens épuisée. Je n'y avais pas pensé avant, mais après avoir pris l'habitude de marcher avec des lunettes de soleil et en écoutant de la musique, je me suis rendu compte que je pouvais marcher plus longtemps en ville, tout en étant beaucoup moins fatiguée quand je rentre que je n'étais avant. Hans, 33 ans. D'autres conseils à propos de votre sommeil. Quand vous êtes hyper stimulé, vous avez la tentation regrettable de courir vous réfugier dans le sommeil, sous la couette, et vous gaspillez ainsi au lit une grande part de votre vie. C'est bien de dormir quand on manque de sommeil, mais cela n'agit pas contre l'hyperstimulation. Bien au contraire, le sommeil peut fonctionner comme stimulant si par exemple vous rêvez abondamment. Beaucoup d'hypersensibles déclarent mal dormir s'ils se couchent en état d'hyperstimulation. Il est essentiel de trouver la paix intérieure avant de sombrer dans le sommeil. Presque chaque soir, avant d'aller me coucher, je lis ou je dessine un peu. De cette façon, je me mets au clair avec la journée passée et avec moi-même. Quand je fais ça, je dors mieux. Rita, 70 ans. Vous triez mieux vos impressions en position verticale que dans un demi-sommeil en position horizontale. Rester tranquillement sans faire grand-chose a un effet très bénéfique sur l'hyperstimulation. Le temps passé à vous mettre au clair avec vous-même, après vous êtes investi dans des occupations qui ont engendré votre hyperstimulation et votre fatigue, je l'appelle le temps végétatif. C'est un temps incontournable. Il n'est pas forcément très agréable et ce n'est parfois que le lendemain que vous observez son impact positif sur votre système nerveux. Pendant votre temps végétatif, il n'est pas nécessaire d'être totalement passif. L'important est de laisser votre attention souffler. En évitant au maximum d'accueillir de nouvelles impressions, vous permettez à votre énergie d'entrer en vous pour trier les sensations reçues et de vous envahir. Il n'y a pas d'inconvénient à accomplir en même temps une tâche routinière comme faire la vaisselle ou faire de l'exercice. Peut-être aurez-vous l'impression de ne rien faire, mais c'est complètement faux car il se passe une multitude de choses en vous sur le plan intérieur. Ensuite, vous serez capable d'une présence intense avec une énergie renouvelée. Beaucoup d'hypersensibles et de personnes sensibles ont besoin de s'accorder un temps végétatif avant une journée exigeante. Quand je dois affronter une journée de cours, j'ai besoin de passer une soirée au calme la veille. Il m'est indispensable d'aborder ma journée de cours avec un tableau intérieur vierge pour éviter d'avoir la tête pleine de pensées et impressions de la veille à l'état brut. Même si trop dormir revient parfois à moins vivre, une petite sieste est une source d'énergie régénérante à ne pas négliger. Si vous dormez plus d'une demi-heure dans la journée, vous plongez dans des zones de sommeil profond, et de jour, ce n'est pas souhaitable. Vous vous réveillerez confus et tout étourdi et vous aurez du mal à être bien réveillé le reste de la journée. Pensez donc à mettre un réveil si vous décidez de faire un somme dans la journée. Au palmarès, l'eau, l'exercice et le contact avec son corps. Beaucoup d'hypersensibles sont attirés par l'eau. L'eau leur est bénéfique, soit qu'ils la boivent, qu'ils la longent en promenade, qu'ils prennent un bain ou qu'ils s'y nagent. Je prends un bain de pieds presque tous les jours, mes pieds adorent. Ensuite, je les masse avec une huile. Cela me procure de la détente et du bien-être, ainsi qu'un meilleur sommeil si je m'y livre juste avant d'aller au lit. Plus vous aurez un bon contact avec votre corps, moins vous ressentirez d'angoisse et d'hyperstimulation. Si vous éprouvez de la nervosité, massez vos pieds. Ce contact bénéfique avec votre propre corps, vous pouvez l'obtenir de bien des façons. Certains courent aux danses, d'autres font des exercices de relaxation ou visualisent leur corps. Les exercices qui allient la respiration et le corps sont très efficaces. Quand je me sens trop hyperstimulée pour entreprendre une démarche extravertie, j'ai pris l'habitude de prendre du temps pour faire de l'exercice. J'utilise parfois mon salon. Non seulement cela me donne un bon contact avec mon corps, mais cela diminue aussi l'impression de perdre du temps et en prime, j'y gagne de beaux biceps. James, 42 ans. Vous exprimez combat l'hyperstimulation. Toute impression reçue vous stimule, mais vous exprimer vous-même peut avoir l'effet contraire. Si vous entendez et emmagasinez trop de stimuli extérieurs sans les verbaliser, vous allez rapidement vous épuiser.
être épuisé. C'est une bonne chose de vous exprimer à vous-même. Prendre soin de vous lors de vos échanges et veiller à ne pas écouter plus que vous ne vous exprimez est également une bonne idée. De plus, beaucoup de personnes sensibles ont grand plaisir à s'exprimer dans un journal intime ou en faisant de la musique ou de l'art. Quand la stimulation vient de soi. Si vous avez tendance à avoir des pensées négatives, vous allez vous accabler et vous hyperstimuler à cause de vos idées noires et de votre autodénigrement. Si c'est le cas, vous serez grandement soulagé par les techniques cognitives qui vous apprendront à mieux contrôler vos pensées. Pour en savoir plus sur ces techniques, reportez-vous au chapitre 8. De toute façon, vous exercer à surveiller ce vers quoi dérivent vos pensées est une bonne chose. Si je m'aperçois que je suis en proie à une pensée destructrice sans rien de positif, je l'empoigne et je la stoppe. J'ai de l'imagination à revendre qui met en branle immédiatement tout un scénario. Par exemple, si j'entends un bruit inhabituel dans la cave, je me vois y descendre et tomber sur un voleur. Alors c'est tout un film qui passe sur mon écran intérieur. J'imagine de façon détaillée comment je vais me sortir de cette situation. Soudain, je me rends compte de ce que je suis en train de faire et j'observe que je suis dans un état de tension extrême. Cela ne tombe pas bien si j'avais prévu de m'octroyer un peu de temps de repos. Quand je constate que je suis lancée dans une activité qui m'hyperstimule sans aucune utilité, j'arrête le cours de mes pensées et je remercie ma conscience pour ce scénario, vu qu'il pourrait me sauver la vie en cas d'intrusion d'un voleur chez moi. Je suis parfois obligée d'imaginer un dénouement rapide pour pouvoir libérer mes pensées et les diriger vers un sujet plus intéressant et plus constructif. Révéler aux autres mon hypersensibilité. À qui révéler son hypersensibilité? C'est une question qui m'est souvent posée lors de mes conférences. De façon générale, il me semble utile que vos proches sachent ce que veut dire être hypersensible. Certaines personnes rencontrent d'ailleurs des réactions positives quand elles le disent sur leur lieu de travail. Elles remarquent ensuite leur supérieur est plus attentif et plus délicat. Cependant, d'autres constatent que ce n'est absolument pas pris au sérieux, mais au contraire beaucoup perçu comme pathologique ou comme un moyen d'éviter d'assumer sa part de travail. En ce qui me concerne, j'emploie rarement le terme hypersensible à mon sujet. J'explique mes besoins, mes atouts et ce qui ne me convient pas. L'important n'est pas que les autres sachent que mes aptitudes et mes limites appartiennent au registre de l'hypersensibilité. L'important c'est que moi je le sache et que je sache que d'autres fonctionnent comme moi. Cela me donne le courage de m'accepter, même au milieu de gens qui trouvent que c'est une drôle de manière de fonctionner. Page 57, chapitre 4. Comment vous tirez beaucoup de joie de vos aptitudes au contact et à l'empathie. Les hypersensibles privilégient les contacts d'excellente qualité. Les hypersensibles et les personnes sensibles se laissent facilement entraîner dans des échanges qui pompent leur énergie et les hyperstimulent. Vous essayez d'être amical et écoute et attentif. Cela vous donne tout naturel de vous plonger dans les problèmes d'un autre. Cette aptitude typique des hypersensibles vous transforme parfois en une sorte de papier de chumouche qui attire des gens avides de décharger de tombereaux de frustration. Vos réserves d'empathie sont vite épuisées pour le reste de la journée et c'est fort regrettable. Il faut être sélectif selon 2 critères, combien et à quoi et à qui octroyer du temps et pour quel type d'échange et de contact user son énergie. Cette énergie, vous ne l'avez qu'en quantité limitée, vous ne devez donc l'utiliser que pour ce qui en vaut la peine ou vous apporte quelque chose en retour. Les hypersensibles ont le don d'établir avec les autres des contacts d'une grande profondeur et d'une grande intensité. Nous ressentons plus de choses que la plupart des gens. 2 hypersensibles peuvent atteindre entre eux une proximité et un contact qui dépasse de loin ce qu'entendent et voient les autres. Ce type de contact ne nous épuise pas, mais au contraire nous donne de l'énergie, même aux introvertis qui autrement abandonnent d'eux-mêmes. Ménagez-vous des pauses. J'ai parfois la sensation de me noyer dans le torrent de paroles déversées par un interlocuteur. Et si je n'ai pas droit à une pause, il m'est impossible d'être attentive à ce flot de mots. Je me contente de maintenir la tête hors de l'eau et ma seule préoccupation est de survivre à cette épreuve. Il vous est sûrement arrivé de ne plus avoir la force de trouver une issue de secours. Vous restez donc rivé à votre place. Pour vous sortir de ce piège, il vous faut une pause pour pouvoir vous retrouver vous-même et trouver les meilleures solutions.
Avoir anticipé plusieurs stratégies de défense avant de vivre cette situation n'aurait pas été une mauvaise chose. Ainsi, vous n'auriez pas eu à faire trop d'efforts pour les appliquer. Voici quelques suggestions. Dites un petit moment, s'il vous plaît, amicalement mais fermement. Faites éventuellement un geste d'arrêt de la main tout en baissant les yeux. Par cette mimique, vous indiquez que vous vous concentrez intérieurement. Prenez le temps nécessaire. Si votre interlocuteur interrompt votre pause en continuant à parler, répétez un petit moment, s'il vous plaît, et refaites le geste de la main. Vous pouvez éventuellement ajouter « Il me faut juste réfléchir à ce que vous m'avez dit » ou « Un petit moment, je vous dirai quand je serai prêt à vous écouter à nouveau ». Dites « Maintenant, j'en suis au point où je n'écoute plus ». Si vous ne vous sentez pas bien, dites « Là, j'ai le sentiment qu'il se passe entre nous quelque chose qui me pèse. Voudriez-vous m'aider à trouver une solution ?» C'est une proposition qui va plutôt loin et vous ne pouvez la faire qu'à quelqu'un que vous appréciez et qui soit capable de trouver un terrain d'entente entre vous deux. Mettez l'alarme de votre portable à l'heure où vous pensez être trop fatigué. Quand elle sonne, dites « Il va falloir que je parte bientôt ». Essayez d'instaurer un dialogue au lieu d'un monologue. Quand vous vous êtes exprimé, vous avez besoin d'avoir un retour pour savoir comment votre message a été accueilli. C'est essentiel, surtout si vous avez tendance à spéculer après l'entretien sur les éventuelles réactions de votre interlocuteur. C'est important aussi car cela permet un échange. Sinon, vous auriez pu vous contenter d'écrire le message dans votre journal intime. Si vous avez donné et n'avez rien reçu en échange, vous vous sentez seul avec une sensation de vide et le sentiment d'avoir gaspillé de l'énergie sans savoir si cela a eu la moindre utilité. À l'intérieur, vous-même avez besoin de donner en retour après savoir écouté. C'est particulièrement important pour les hypersensibles qui se retrouvent souvent dans le rôle de l'écoutant. S'exprimer combat l'hyperstimulation. Quand vous savez écouter les paroles d'un autre, il doit y avoir un temps de pause où vous pouvez exprimer votre avis et votre ressenti. Si vous ne faites qu'écouter et n'intervenez jamais, il y aura blocage par surcharge. Imaginez la réaction que vous souhaitez montrer au receveur. Plus votre message est personnalisé, plus la réaction est importante. Imaginons que vous confiez à quelqu'un que vous vous sentiez triste et découragé. Vous souhaiteriez certainement savoir comment votre auditeur vous perçoit. Ce serait bien s'il disait, par exemple, « Vous avez vraiment l'air fatigué » ou « Vous êtes lucide sur vous-même ». Si celui d'en face ne révèle rien de son ressenti, vous pouvez demander « Comment me trouvez-vous » Imaginons la situation inverse et que ce soit vous l'écoutant. Voulez-vous savoir comment je vous trouve? Dans certains de mes cours, je demande aux participants d'interroger 3 personnes quand ils seront rentrés chez eux. Comment me trouvez-vous? Il est courant qu'ils reviennent en parlant d'une expérience intense. Ils en sont souvent bouleversés. La plupart d'entre eux en retirent de la force et ils s'aiment mieux. Un participant m'a dit un jour qu'entendre des amis chers décrire comment ils le percevaient avait été l'expérience la plus enrichissante qu'ils aient vécue depuis longtemps. D'autres sont frappés par une remarque ou une autre et décident de travailler ce domaine. Plus notre propre représentation de la façon dont les autres nous perçoivent correspond à la réalité, plus nous sommes capables de nous débrouiller dans ce monde. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas assez la perception que les autres ont d'eux et craignent peut-être de paraître égocentriques en posant la question. C'est pourquoi il est plus facile de dire « Mon professeur m'a demandé d'interroger 3 personnes, alors que répondez-vous » La deuxième réaction souhaitée pourrait relever de l'investissement. Vous avez peut-être envie de savoir comment votre interlocuteur vivrait votre situation. Vous savez combien il est agréable d'entendre ces mots qui décrivent ce que vous ressentez. Il est délicieux d'entendre votre interlocuteur dire « Cela ne doit pas être facile » ou « Si c'était moi qui vivais cette situation, j'aurais hâte que cela aille mieux » Et peut-être répondrez-vous « C'est exactement ce que j'éprouve » et vous soupirerez de soulagement d'avoir été compris. Ou peut-être non, ce n'est pas exactement ce que je ressens, c'est plutôt « De toute façon, il est toujours très agréable que quelqu'un essaie de se mettre à votre place, même s'il ne tombe pas tout à fait juste. » Si l'interlocuteur ne cherche pas de lui-même à s'investir, vous pouvez lui demander « Comment croyez-vous que c'est d'être moi ?» Ou si c'est vous qui de vous-même souhaitez donner votre impression,
sur la situation, dites « cela doit être d'être vous ». La troisième réaction souhaitée consiste à connaître l'impact de ce que vous avez dit sur votre interlocuteur. Ou ses réactions au moment où vous avez parlé, s'il s'est senti content, irrité ou ennuyé pour vous. Si la réaction ne vient pas d'elle-même, demandez « qu'avez-vous pensé pendant que je racontais ma situation ?» Ou « qu'est-ce que cela vous a fait d'entendre ce que je vous ai confié ?» Votre quatrième souhait, c'est d'être incité à aller au-delà. C'est pourquoi il est bon d'entendre votre interlocuteur vous dire « dites-moi-en un peu plus ». Si cela ne vient pas, demandez « je serais heureux que vous m'interrogiez davantage ». Ou si les rôles sont inversés, faudrait-vous que je vous pose plus de questions ou préférez-vous parler sans être interrompu? Le cinquième besoin peut paraître modeste, mais il a pourtant une grande importance, c'est de se savoir écouter. On peut parfois douter d'avoir été écouté et surtout bien écouté. Vous pouvez le vérifier en disant « redites-moi ce que vous m'avez entendu dire » ou dans la situation inverse, dois-je vous redire ce que je vous ai entendu dire, histoire de vérifier que j'ai bien entendu? Dans presque toutes les thérapies de couple, le thérapeute demande aux deux partenaires de s'exercer à répéter ce qu'ils ont entendu l'autre dire. Cela paraît peu de choses, mais c'est très significatif. Entendre l'autre répéter ce qui est d'une très grande importance pour vous peut avoir pour effet qu'il ne vous sera plus nécessaire de le répéter indéfiniment. Désormais, c'est plus enregistré. C'est enregistré. Quand je mène une thérapie, je répète plusieurs fois ce que j'ai entendu le patient dire. C'est une façon de prolonger l'entretien. C'est même une très bonne chose si le sujet est difficile, il faut être encore plus précis. Être perçu. Comment me percevez-vous? Voulez-vous savoir comment je vous perçois? Investissement. Comment pensez-vous que c'est d'être moi? Cela doit être d'être vous. Pensez et ressenti. Que pensez-vous et ressentez-vous quand je dis tout cela? Souhaitez-vous savoir l'effet de ce que vous dites sur moi? Incitation à en dire plus. Je serais heureux que vous me posiez des questions sur ce que je vous dis. Souhaiteriez-vous que je vous pose des questions sur ce que vous me dites ou préférez-vous raconter sans être interrompu? Se sentir écouté. Redites-moi ce que vous venez de m'entendre dire. Puis-je vous redire ce que je vous ai entendu dire pour que nous puissions vérifier que j'ai bien entendu? Maintenant que vous connaissez les divers types de réactions, exercez-vous à identifier votre réaction préférée pour chaque type de situation. Ensuite, exercez-vous à la réclamer. Exercez-vous aussi à réclamer un temps pour vous. Vous pourrez ainsi arrêter une conférence ou un monologue qui s'avère trop épuisant à la longue pour un hypersensible. L'entretien se transformera alors en dialogue et vous pourrez ainsi récupérer de l'énergie en retour. Si vous trouvez que tout cela est difficile en pratique, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Vous devez beaucoup vous exercer avant de maîtriser cette méthode et cela ne marche pas toujours. Comment approfondir un entretien et revenir ensuite à des paroles plus superficielles? En tant que personne sensible, vous avez l'habitude d'approfondir vos échanges. Si un entretien est trop superficiel, vous avez du mal à vous concentrer sur la durée. Peut-être même gaspillez-vous vos forces à avoir l'air intéressé si vous jugez que c'est nécessaire. D'un autre côté, c'est une bonne chose de savoir amener un entretien à plus de superficialité parce que ainsi vous pouvez passer à autre chose si c'est votre souhait. Ou c'est peut-être utile pour éviter de trop approfondir si par exemple vous êtes fatigué d'être hyper stimulé et que vous ne supportez plus de stimuli. Approfondir. L'astuce la plus simple est de tout bonnement de se taire. Le silence approfondit les choses. Au cours d'une thérapie, je constate souvent qu'après un temps de silence mutuel, la réplique qui suit a plus de profondeur. Beaucoup de gens ont peur des silences et, quand cela se produit, ils se dépêchent de parler à toute vitesse. Cela nuit à l'approfondissement et ne donne au contraire que des propos superficiels et incohérents. Vous pouvez parfaitement demander « Souhaitez-vous m'en dire un peu plus sur ce point ?» Si le propos s'avère superficiel, passer aux choses concrètes est une bonne solution. Quand nous parlons concrètement, les sentiments suivent. Par exemple,
Si je dis « je trouve tout le monde un peu distant » et que mon interlocuteur me répond « quand vous avez fait ce constat », je suis obligée de continuer avec des choses concrètes. Je dis alors hier quand j'ai téléphoné à mon amie et qu'elle n'a pas paru le moins du monde intéressée par ce que je faisais. Là, je vais remarquer ma vive réaction sentimentale à ce manque d'intérêt. Tant que nous restons dans les généralités, nous pouvons tenir nos sentiments à distance. Dès qu'il s'agit de choses concrètes, ce n'est plus possible. Si vous voulez approfondir un entretien, il faut donc aller du général au concret. Si vous voulez ramener une conversation profonde à plus de superficialité, ou si vous voulez éviter d'approfondir, il faut aller dans l'autre sens. De retour au superficiel. Les généralisations et les explications sont efficaces pour stopper un processus d'approfondissement. Si je dis « je me sens fatigué et un peu triste », et que l'interlocuteur dit en généralisant « c'est le cas de tout le monde à cette époque de l'année », il m'est difficile de continuer à parler de ma fatigue. C'est pareil avec les explications. C'est parce que vous êtes couché tard hier soir. Dans les deux cas, il m'est difficile de trouver une ouverture pour continuer à parler de mon histoire. Ce n'est pas purement négatif et je serais peut-être consolée de savoir que je ne suis pas la seule et que je ne suis donc pas quelqu'un de bizarre. Enfin que c'est une excellente méthode pour éviter d'approfondir. Je l'ai utilisée en tant que pasteureux et en tant qu'enseignante en psychologie. Quand, comme pasteureux, je devais préparer le discours d'enterrement avec la famille, il y avait quantité de choses à gérer. Il fallait organiser l'enterrement, choisir les psaumes et récolter suffisamment d'informations personnelles sur le défunt pour pouvoir écrire un discours personnalisé. À ce stade, je ne tenais pas à ce que les proches soient ravagés par le chagrin ou la colère. Cela semblait alors plus respectueux de dire quelques généralités ou des explications plutôt que ce n'est pas le moment d'en parler. Après l'enterrement, lors d'une visite postérieure, il était alors temps d'approfondir. Comme enseignante en psychologie à l'université populaire, je ne tenais pas non plus à ce que mes étudiants dévoilent trop de leur vie privée. C'est inapproprié à une situation d'enseignement en grand groupe. Là aussi, les généralités et les explications pouvaient ramener le propos à un niveau convenable si je craignais que cela ne devienne trop personnel. 4 niveaux de contact. Le contact avec les autres peut se décomposer en 4 niveaux. Les voici un par un. Niveau 1. Bavardage et propos superficiels. À ce niveau, vous changez sans cesse de sujet, tout comme un papillon qui volette de fleur en fleur et se pose ça et là. Ce niveau présente l'avantage de pouvoir sortir de la conversation et y rentrer rapidement. Bavarder est aussi un art. Les extravertis s'amusent sans complexe de ce jeu qui n'engage à rien. On y plaisante. Pourtant, beaucoup de gens ne savent pas le faire. Certains trouvent que le bavardage est pénible. Il peut donc être utile d'en connaître les principes. C'est très simple, vous vous contentez de dire tout haut ce que vous ressentez à l'instant même. Il pleut. Il fait froid ici, qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est délicieux. Quelle bonne chaussure vous avez, etc. Beaucoup d'hypersensibles se sentent frustrés quand le bavardage dure trop longtemps. Il est pénible de remplir son disque dur de propos inintéressants. Vous préférerez poursuivre une conversation qui ait plus de substance. Savoir bavarder est pourtant utile. C'est un excellent outil pour établir le contact. Une remarque insignifiante peut créer une ouverture, pas tant la remarque elle-même que le ton de la voix qui révèle beaucoup. C'est une passerelle entre l'autre et vous. Le bavardage peut créer la confiance dans des situations nouvelles et inhabituelles. Ce peut être une bonne entrée en matière à utiliser quand vous cherchez un centre d'intérêt commun. Il est du reste aisé de couper court à un bavardage. Si vous avez du mal à le pratiquer, ce serait une bonne idée de vous y exercer. Niveau 2, le niveau de l'intérêt. À ce stade, nous nous emparons d'un sujet qui intéresse les deux interlocuteurs. Vous échangez des informations, donnez votre avis, parlez politique, éducation ou de n'importe quel sujet qui vous intéresse. Vous tombez peut-être d'accord et prenez une décision. À ce niveau, certains sont comme des poissons dans l'eau. C'est parce qu'ils sont avides de nouvelles connaissances ou parce qu'ils adorent discuter et croiser le fer. Les hypersensibles apprécient l'échange de savoir sur un sujet d'intérêt commun. Mais si cela se transforme en une discussion agressive, vous y perdez tout plaisir. On appelle ce niveau le niveau du jeu de rôle. Vous y échangez des informations sur le travail, l'adresse, l'état civil, etc. Vous y exprimez dans le cadre d'un rôle.
Dans ce rôle de mère, une femme peut donner des conseils au personnel d'une institution, un infirmier peut donner des conseils sur la médecine, un peintre sur le choix des couleurs. À ce niveau, la conversation est parfois marquée par les propos dominants de ceux qui ont la plus grande confiance en soi. Les autres se contentant d'écouter. Si vous trouvez que c'est frustrant, exercez-vous à vous octroyer davantage de place. Dans certains contextes, ce peut être un véritable combat pour avoir accès aux mots, vu que tout le monde veut parler. En ce cas, il est quasiment impossible à un hypersensible de placer une parole, parce que vous êtes sûrement trop lent pour saisir l'occasion ou trop poli pour interrompre quelqu'un. Vous êtes certainement plus à l'aise quand tout le monde veille à écouter tout le monde. Certains lieux tiennent à introduire cette culture. D'autres n'ont peut-être jamais réfléchi au fait que la prise de parole à l'intérieur d'un groupe puisse être problématique pour certains. Si vous le faites remarquer, le groupe peut y remédier. À ce deuxième niveau, on ne parle pas de sentiments. On ne le fait qu'au niveau 3. Niveau 3, le niveau de la confiance. À ce niveau, nous partageons nos impressions et nos sentiments à propos de choses diverses ou d'une troisième personne. Si nous exprimons des sentiments à propos de celui ou celle qui est en face de nous, nous passons d'emblée au niveau 4. Au niveau 3, nous nous invitons mutuellement dans nos vies intérieures. Nous abordons par exemple le sujet de notre enfance, de notre couple, de ce que nous ressentons à propos de nos collègues ou d'autres personnes. À ce niveau, nous pouvons également échanger des ragots ou des rumeurs ou nous aider mutuellement à définir comment nous nous sentons. C'est une première étape avant de s'adresser à celui qui est directement concerné par les sentiments exprimés. À ce niveau peut régner une ambiance vivante et intense. Nous découvrons peut-être que nous sommes tous dans le même bain et que notre moi intérieur n'est pas si différent de celui des autres. Il peut être vraiment agréable de dévoiler son moi intérieur à quelqu'un d'autre. Vous avez sûrement déjà éprouvé cette sensation d'avoir été déchargé d'un fardeau. Si ce niveau vous pose des problèmes, c'est peut-être parce que vous avez honte de certains aspects de votre moi intérieur et que vous n'osez pas le révéler aux autres. D'un autre côté, il n'est pas toujours agréable de recevoir des confidences, surtout si votre interlocuteur est persuadé que vous êtes dorénavant de son côté. Ce peut même être pénible d'être envahi par le ressenti d'un autre s'il est très en colère. Ce n'est pas non plus agréable de recevoir des confidences quand on est hyperstimulé ou en voie de le devenir. Niveau 4, le contact direct. À ce niveau, nous parlons de notre expérience commune, vécue ici et maintenant. Vous et moi, ici et maintenant. Que ressentons-nous l'un par rapport à l'autre? Le contact peut être d'une grande intensité. C'est là que vous découvrez ce que vous signifiez l'un pour l'autre. Votre âme peut s'en nourrir. Quand l'amoureux dit « je t'aime » à l'élu de son cœur, c'est le 4e niveau. Et si le mari dit à sa femme « quand tu me jettes ce genre de regard, comme en ce moment, j'ai bien envie de foutre le camp », eh bien c'est aussi le niveau 4. À vrai dire, certains n'atteignent jamais ce niveau. D'autres y parviennent 2 ou 3 fois dans leur vie. En revanche, ils se souviennent de ces moments et les remémorent souvent. Atteindre ce niveau est à la fois dangereux et revitalisant. Peut-être craignez-vous de blesser quelqu'un en étant aussi direct ou d'être vous-même blessé. L'inconvénient d'éviter ce niveau, c'est que la relation devient ennuyeuse et mortifère. Comment se déplacer d'un niveau à l'autre? Vous entrez dans le niveau 1 en disant tout haut ce que vous entendez, voyez, sentez, goûtez ou ressentez sur votre peau. Par exemple, quel soleil magnifique! Du 1 au 2, vous approfondissez un peu ces sujets sans complications. Une remarque sur la nourriture peut aboutir à un échange de recettes, une remarque sur le temps à un débat sur le climat. Vous pouvez aussi aborder un nouveau sujet. Du 2 au 3, vous pouvez susciter la confiance en livrant à l'autre quelque chose de personnel. Ou vous pouvez poser une question concrète. Quand vous dites que c'est honteux que certains se fassent porter malade, est-ce parce que vous avez vous-même été dupé? Du 3 au 4, c'est peut-être une bonne idée de vérifier si votre interlocuteur est lui aussi intéressé par ce niveau. Il aura ainsi un peu de temps pour s'y préparer. Voici quelques exemples de phrases d'introduction. Je souhaiterais que nous parlions de notre relation, qu'en dites-vous? J'ai envie de vous dire ce que je ressens par rapport à vous, juste là, maintenant.
Est-ce que cela vous intéresse? Je souhaiterais savoir comment vous me percevez. Auriez-vous la gentillesse de me le dire? Pourquoi ce modèle pour les hypersensibles? Avoir conscience du niveau d'une conversation permet de comprendre pourquoi certains échanges sont revigorants et d'autres mortellement ennuyeux. Si vous savez pourquoi certaines conversations vous frustrent, vous pouvez essayer d'y remédier. Passer à un autre niveau peut faire la différence. Aussi aborder le 4e niveau et vous y gagnerez l'énergie et la profondeur qui pourront ranimer une relation moribonde. Ce modèle est une vision simplifiée de la réalité. Il ne tient pas compte du contact non-verbal que nous pouvons avoir avec les autres. Les hypersensibles sont parfaitement capables d'avoir entre eux un contact plein de proximité et de profondeur sans prononcer un seul mot. Fin du chapitre 4, page 75, chapitre 5, la prochaine fois.